Bonsoir à tous, il est 22 h. Quel plaisir de vous retrouver ce soir dans le Grand Show. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ce soir, notre invité Nicolas Vitiello est avec nous. Nouvelle formule d'émission qu'on vous propose aujourd'hui. Plus de temps avec notre invité. Ça veut dire donc plus de questions, plus de tweets, la question qui tue et le quiz. Vous allez découvrir tout ça dans quelques instants. Juste avant, on a une image à vous montrer évidemment. C'est l'image du jour. Photo Instagram de Neil Patrick Harris. Voilà, tout simplement déguisé. Et oui, en femme. C'est pour une comédie musicale. Vous avez reconnu l'acteur très connu évidemment de How I Met Your Mother. Il s'amuse bien manifestement. Est-ce que ça vous fait rire vous chez vous? Dites-nous NSPGS, bien sûr c'est le hashtag de cette émission si vous souhaitez laisser des commentaires. En attendant, place au titre de cette édition. Au sommaire de cette édition, Rémi Gaillard dans La Tourmente. Attaqué de toutes parts pour un sketch jugé offensant envers les femmes, l'humoriste est au cœur d'une vive polémique, certains l'accusant même d'incitation au viol. Il a répondu à ses détracteurs sur Facebook, les détails sont à suivre. À la une également, Raled, Kenza Farah ou encore Smaïn. Au total, une soixantaine d'artistes algériens ou d'origine algérienne se sont réunis pour chanter leur soutien au président Abdelaziz Bouteflika, actuellement candidat à un 4e mandat. Vous verrez que cet engagement politique ne plaît pas à tout le monde. Ne manquez pas non plus le phénomène Miley Cyrus étudié à l'université américaine, la fin de la série culte How I Met Your Mother et toute l'actualité des stars en France et dans le monde. Et en deuxième partie, ne ratez surtout pas notre invité du jour, Nicolas Vitiello. Bienvenue dans le Grand Show. Voilà pour les titres. On attaque. Rémi Gaillard est au cœur d'une polémique. On en parle ce soir. Sa dernière vidéo Free Sex fait le buzz. Il mime des rapports sexuels avec des femmes dans la rue en caméra cachée. Réaction. C'est sur sa page officielle Facebook que Rémi Gaillard répond à la polémique sur sa vidéo Free Sex. Le sketch où l'humoriste mime des actes sexuels sur des inconnus a fortement déplu. En témoignent de nombreuses contestations. Après en avoir ri, prétextant avec ironie que la plateforme YouPorn n'avait pas voulu de sa vidéo, le comique tient à mettre les choses au clair. 100% des femmes présentes dans la vidéo qui fait polémique ont accepté sa diffusion. Merci donc de laisser à ces femmes le droit de penser, leur liberté, leur humour et leur joie de vivre. Dans sa réponse aux critiques, Rémi Gaillard va plus loin. Sa vidéo comporte aussi une scène avec un homme. Pourtant, selon lui, personne ne parle de discrimination envers la gente masculine, de quoi poser la question de l'égalité homme-femme. Y a-t-il une pensée unique pour les femmes? Est-ce que toutes les femmes sont obligées de s'offusquer? Est-ce que certaines ont quand même le droit de rire? Une question qui trouvera sûrement sa réponse chez les défenseurs du droit des femmes. À la fin de son message, l'humoriste a tenu à renvoyer vers les nouveaux spots publicitaires du gouvernement pour la prévention contre les violences conjugales. En bref, également dans l'actualité, des stars s'engagent pour soutenir Bouteflika, les chanteurs Raled et Kenza Farah, l'humoriste Smaïn ou l'ex-boxeur Farid Kider réunis sur scène pour chanter. Plus qu'une prestation pour une œuvre caritative, vous allez voir que c'est plutôt un engagement politique. Détail avec Antoine Salva. Notre serment pour l'Algérie, c'est le titre de la chanson enregistrée par plus de 60 personnalités algériennes en faveur du président Abdelaziz Bouteflika. Le chanteur Cheb Raled, l'humoriste Smaïn ou la rappeuse Kenza Farah, ces artistes ont rejoint un collectif de soutien au président sortant qui briguera à 76 ans un 4e mandat consécutif le 17 avril prochain. Jafar Kassem, qui a réalisé ce clip diffusé dimanche, a expliqué au journal El Watan avoir voulu produire un We Are the World version algérienne. Dévoilée par le site du quotidien, cette chanson de promotion à l'égard d'Abdelaziz Bouteflika a rapidement créé la polémique, à tel point qu'une campagne de dislike a même été orchestrée sur YouTube. Sur le site de partage, le constat est bref, 1350 j'aime contre 10 000 je n'aime pas. Et il faut dire que ces chanteurs d'un jour sont vus par beaucoup comme des opportunistes sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces derniers affirment que grâce à l'action du président, ils se sentent en sécurité aujourd'hui dans leur pays, après la décennie noire qu'a connue l'Algérie à la fin du siècle dernier. Abdelaziz Bouteflika, président depuis 1999, ne s'est pas exprimé en public ces 2 dernières années après d'importants problèmes de santé, alors que dans le même temps, la société civile algérienne demande un renouvellement de ses élites politiques. Voilà pour cette information. Prendre un cours sur Miley Cyrus, c'est désormais possible. Si, je vous assure, croyez-moi, une université new-yorkaise propose un cours intitulé « La sociologie de Miley Cyrus, origine ethnique, classe, sociale et médias ». Antoine Salva. Miley Cyrus est devenu un véritable phénomène de société, à tel point que son cas sera étudié cet été dans une université américaine. D'égérie Disney à reine du twerk,
La jeune chanteuse de 21 ans fera l'objet d'un cours de sociologie à l'université de Skidmore à New York. Le professeur Caroline Chernoff a décidé de s'intéresser à ce cas lors d'un cours intitulé « La sociologie de Miley Cyrus, race, classe, genre et médias ». Une idée survenue après le twerk scandale réalisé par la chanteuse lors des Video Music Awards. Lorsqu'on voit Miley Cyrus, une pop star riche, blanche et célèbre, la première chose que l'on critique, c'est la manière dont elle met en scène le genre. Les gens ne parlaient pas de son ethnie, ils ne critiquaient pas le fait qu'elle se serve de son corps de femme noire dans ses prestations, et ils ne parlaient pas non plus du rôle de Robin Thicke dans cette histoire. Donc c'était un bon exemple en termes de conflit entre les races et les genres. Mes étudiants ont eu beaucoup à dire sur le sujet quand je leur ai montré la vidéo. D'ailleurs, ils avaient bien plus à dire qu'ils ne l'avaient réalisée. À partir de ce constat, Caroline Chernoff a donc décidé de concevoir un cours dédié à Miley Cyrus. Les thèmes abordés porteront sur l'ascension de la princesse Disney, l'hypermarchandisation de l'enfance ou la bisexualité, homosexualité et corps de la femme. Cet été encore, Miley Cyrus déchaînera certainement les passions. Allez, un mot de cinéma à présent avec La Reine des Neiges. C'est un peu le long métrage de tous les records, ça cartonne. Dernier record en date, celui au box-office. On va demander tout de suite à Juanita qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Juanita. Bonsoir Alexandra. Quel est ce fameux record? J'imagine des chiffres encore. Exactement. La Reine des Neiges, c'est un peu le long métrage de tous les records et le dernier en date, c'est celui du box-office. Exit donc Toy Story 3, La Reine des Neiges est désormais le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation. Le dessin animé a ainsi rapporté à Disney 1,72 milliard de dollars. Mais ce n'est pas la seule prouesse de La Reine des Neiges, il est aussi le plus gros succès pour un film réalisé par une femme et le meilleur premier jour de vente en DVD et en Blu-ray. Et même sa bande-annonce fait un carton, c'est le plus grand succès Disney depuis les chansons du Roi Lion en 1994. Le titre Let It Go a même reçu son Oscar. Alors pourquoi ce film d'animation remporte-t-il autant de succès? Eh bien pour une fois, c'est un long métrage qui tourne le dos aux clichés. Fini les princesses fragiles et pleines d'amour, La Reine des Neiges est une femme indépendante et qui s'assume. Très peu pour elle les fins de contes de fées, cette héroïne a décidé de dire adieu au traditionnel. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Moi, vous avez un problème avec cette fin? C'est pour ça, moi aussi, j'ai du mal. Je crois que ça bug un peu quand même. Merci beaucoup. Juanita, restez bien avec nous parce qu'on a un chiffre encore, ça tombe bien, c'est 15. 15, vous me direz. Plus petit. Oui, plus petit. 15 comme 15 minutes. C'est les billets pour les 22 concerts de Kate Bush qui se sont vendus en seulement un quart d'heure. Elle a fait mieux que les Rolling Stones. Juste après ce sujet, on accueille notre invité Nicolas Vitiello. Regardez. Kate Bush fait mieux que les Rolling Stones. Vendredi avait lieu l'ouverture de la billetterie des prochains concerts de la légende de la pop et des Rolling Stones. Les deux concerts ont suscité un fort enthousiasme, mais fait étonnant, les 80 000 tickets pour le concert de Kate Bush sont partis en 15 minutes. Plus vite que ceux des stars du rock qui, eux, ont vendu en 51 minutes leurs 75 000 billets. Près de 40 ans après ces derniers concerts, la chanteuse avait annoncé son envie de remonter sur scène déjà en 2012. Avec 10 albums et de nombreux singles à succès, elle n'a jamais été très adepte de la scène. Malgré sa décoration pour les services rendus à la musique décernés par la reine d'Angleterre l'année dernière, Kate Bush avait peur de se faire oublier. Elle a donc décidé de revenir sur scène plus en forme que jamais, avec 22 représentations dans la célèbre salle Hammersmith Apollo de Londres. La chanteuse s'y produira du 26 août au 19 septembre prochain. Ce soir, le grand show, c'est lui qui le fait. Nicolas Vitiello est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Et on vous reconnaît évidemment révélé par Popstar, homme de musique, maintenant homme de théâtre. Vous êtes sur scène avec une pièce Ma belle-mère et moi, que vous jouez actuellement en tournée. Vous serez à Paris avec à la rentrée. Vous avez pas mal tourné à Bordeaux, notamment. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'esprit Mon beau-père et moi ? C'est le fameux film. Est-ce qu'on se rapproche de ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, en fait, ils ont fait un petit clin d'œil sur l'affiche avec le titre Mon beau-père et moi. C'est vrai, bravo. mais non, on y ça n'a pense rien à quand voir. même, forcément, ça interpelle. Forcément. Alors, quelle est l'histoire? Quel est le pitch de cette pièce? L'histoire, en fait, elle est assez basique, mais elle fonctionne très très bien. C'est un couple qui s'est séparé.
C'est un riche animateur télé qui est chez lui. C'est Franck Leboeuf qui interprète ce rôle. Franck Leboeuf et son ex-femme, donc Christine Lemler. Et ils sont séparés. Donc lui a un assistant personnel dans sa maison, donc, en l'occurrence moi, qui est une espèce de taré absolu, qui en fait il embauche, il sait pas faire le ménage, il sait pas faire les plannings, mais bon il est drôle, donc lui ça le divertit. Et il y a une belle-mère, Katia Tchenko, qui débarque et elle est avide de pognon et c'est une espèce de manipulatrice absolue. Et voilà, c'est très très drôle parce qu'il y a deux clowns augustes qui sont Katia Tchenko et moi. Et il y a deux clowns blancs qui sont Franck Leboeuf et Christine Lemler qui en prennent plein la gueule, les pauvres. Mais il y a une histoire d'amour très sincère au milieu. Et voilà, et à la fin, le public est ce petit couple, voilà, adore. Ouais. Et puis c'est très très drôle. Enfin voilà, on s'éclate depuis 2 ans. C'est vraiment une pièce sympa, quoi. Un vrai bon moment. On va regarder des images. Et puis je sais qu'il y a autre chose aussi. Vous avez beaucoup d'actualités. Vous vous mettez au service de la sécurité routière. Oui. On va regarder un spot en images, chers téléspectateurs. Regardez ce sujet préparé par Aurélia Frescali. On en reparle juste après. En pleine tournée pour la pièce Ma belle-mère et moi, Nicolas Vitiello partage les planches avec Franck Leboeuf et Katia Tchenko. Dans cette comédie de boulevard, Julien, alias Franck Leboeuf, voit son ancienne belle-mère Solange débarquer pour lui soutirer de l'argent. Nicolas Vitiello, le secrétaire de Julien, se révèle être l'instrument rêvé pour Solange qui va tenter de l'utiliser. C'est le parfum de Solange. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as couché avec ta belle-mère? Mais t'es malade, toi! Je sens son parfum partout. Sur le canapé, sur le soutien-gorge, partout. Non, ça m'est difficile de savoir, là. Sans moi. Hein? Sans moi, faut que je sache. La troupe a posé ses valises pendant plus d'1 mois à Bordeaux et le public a suivi puisque la pièce fait salle comble tous les soirs. Un succès qui pourrait amener la pièce à Paris, mais pour l'instant rien n'est sûr. En attendant, on peut retrouver Nicolas Vitiello dans 4 jeunes, une voiture, un programme court humoristique diffusé sur M6 et W9. Attends, mais t'étais capitaine de soirée, t'as picolé? J'ai eu qu'un verre. Ah, je te crois pas, tu viens de me décoller la rétine, là. T'as bu qu'un verre, toi? Regardez! Tu vois, je t'avais dit que j'avais eu qu'un verre. C'est quand j'avais eu un tout petit peu ça. Oh non! Le but, faire de la sécurité routière tout en restant léger. Nicolas Vitiello est également à l'affiche de Dreams, un rêve de vie, la nouvelle série musicale à retrouver sur NRJ12. Voilà, donc le spot de la sécurité routière, j'espère que vous êtes un bon conducteur. Très bon, ouais. Bon, ok, je dis ça à nos téléspectateurs, vous avez eu un petit incident avant de nous voir ce week-end, rien de grave, mais une petite frayeur quand même sur la route. Une petite frayeur, mais grâce à ces spots que j'ai tournés, j'ai mis mon gilet jaune immédiatement, le triangle derrière, les warnings, enfin voilà, je suis l'exemple. Équipé, le message est bien passé, faites attention sur la route. Au sujet de la pièce, vous avez déclaré que c'était l'un de vos meilleurs rôles. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans cette pièce? C'est toujours difficile d'expliquer pourquoi une pièce est un succès. J'ai eu de la chance dans ma vie de jouer beaucoup de succès. Bonjour Ivresse, Les Amazones avec Chantal Latsou, Love Valeur Compassion, etc. Mais celle-là, en tout cas le rôle que j'interprète, il y a une connexion au public, et c'est pour ça que je fais ce métier, parce qu'évidemment c'est pour les rires, pour le partage. C'est de rencontrer le public, les gens, être connecté avec eux, les divertir et faire oublier leur quotidien qui n'est pas forcément facile, même à nous, enfin voilà, le théâtre sert à ça. Et ce rôle-là, il est connecté. Dès que je rentre sur scène, j'ai toute la salle avec moi, c'est jouissif, quoi. C'est juste génial et voilà, je peux pas m'en passer. J'ai beau être crevé, j'ai beau me taper 7 heures de route pour aller. C'est presque une drogue de monter sur scène. Mais vous l'avez connu aussi un petit peu avec la musique, avec les Watford, il y avait cette émulation, comme ça évidemment il y a eu un énorme succès. Est-ce qu'aujourd'hui la musique c'est terminé pour vous? C'est terminé en ce moment, mais c'est vrai que souvent je dis, voilà, si c'est pas un but. Pour moi, c'est pas un but artistique. Si un jour j'ai quelqu'un qui se présente à moi en me disant voilà, moi j'ai un truc comme ça, j'ai ce projet, est-ce que ça t'intéresse? Si ce projet me plaît, ouais, j'irai. Pourquoi pas? Vous dites pas non, voilà. En fait, vous fermez pas complètement la porte, ça dépendra des opportunités. Vous avez joué, vous connaissez bien, j'imagine, Franck Delay, ancien des To Be Free. Tout à fait. Bonjour Ivresse, comme vous, qui a joué cette pièce. On l'a reçu d'ailleurs sur ce plateau. Il nous parlait de la difficulté de l'étiquette. Chanteur, comédien, est-ce que vous aussi, vous le vivez, ça, cette réalité? Avoir du mal à sortir de cette case boys band, comme ça un peu. C'est même insupportable. C'est vrai? J'en ai un peu, là j'en ai vraiment marre en fait, ça y est. Pourquoi? Parce que c'est pas que j'en ai marre, moi j'assume complètement le fait d'avoir fait Popstar. Je suis très heureux d'avoir fait Popstar, ça a été un ascenseur social, économique, artistique pour moi. Ça m'a permis de venir à Paris, de m'installer, de rencontrer les professionnels, etc.
Et je l'assume à 3000%. Qu'est-ce que vous faisiez avant Popstar? Avant Popstar, j'étais un petit animateur radio, j'avais ma troupe de théâtre et puis surtout j'avais un métier alimentaire, j'étais banquier. Donc j'avais mon petit CDI à la banque, enfin, je ne vais pas dire la banque que c'est, je ne vais pas refaire de la pub. Mais voilà, donc c'est très bien, je suis très content. J'ai fait plus de 10 pièces de théâtre, j'ai joué dans je ne sais pas combien de téléfilms, j'ai fait un peu de cinéma. Et le truc, c'est que on me renvoie tout le temps dans la gueule Nicolas de Popstar. Alors c'est très bien, je suis content, mais ne faites pas l'impasse systématiquement. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Arrêtez de me faire l'impasse sur 12 ans de métier parce que j'ai fait 1 an de Popstar, 12 ans de théâtre. Et on me renvoie toujours Popstar. Et là, quand j'ai fait Dream sur Énergie 12, c'était... Alors voilà, tout le monde commence à évidemment verser son venin en disant « Mais pourquoi il fait ça ?» machin. Ou alors dans les interviews, c'était, ou dans la presse écrite, c'était Nicolas, après avoir fait Popstar, fait Dreams. Mais au secours, quoi. Vous avez mal vécu ces attaques comme ça sur Dream? C'est vrai que dans TPMP, notamment, Camille Combal s'est plutôt moqué de cette série. Comment vous l'avez vécu, ça? Mais le fait qu'il se moque de la série, je comprends, c'est une série pour les jeunes. Donc moi, je l'assume complètement. Je suis un acteur, on m'a proposé cette série. C'est une série pour les jeunes. Et je trouve que pour une série pour jeunes, elle est plutôt bien foutue. Elle n'est pas vulgaire. L'histoire était plutôt sympa. Donc voilà, on l'a défendue. On a tous mis nos tripes dedans. Et on en est plutôt fiers. Non, ce que je trouvais dégueulasse chez Camille Combal, c'est qu'il a coupé des répliques, parce qu'en plus on a vachement travaillé, on était beaucoup d'acteurs de théâtre sur cette série, donc on a vachement travaillé les répliques pour les rendre un peu plus comiques. Et en fait, voilà, il avait coupé, il a sorti une phrase de son contexte qui était très drôle, il a sorti du contexte, il a coupé la fin, qui était la chute comique, en disant voilà, c'est des teubés, c'est des abrutis, ils n'ont rien dans le cerveau, ils ne savent même pas ce qu'ils racontent en jouant leur série. Non, tu peux pas me faire ça, j'ai 12 ans de théâtre derrière moi. Je sais ce que c'est la scène, je sais ce que c'est écrire. Moi, je suis confronté à la scène en plus. Donc lui, il fait rire à la télé. Il le fait très bien. Moi, j'adore ce qu'il fait, vraiment. En plus, il me fait rire. Mais quand il m'a attaqué en me coupant ma réplique, en coupant la chute, en disant c'est un abruti, regardez comme il est con. Merde, non, voilà, je commence à devenir vulgaire, ça m'énerve. Vous lui avez dit, vous l'avez tweeté, vous avez réagi? Je l'ai tweeté, ouais, je me suis pris tous les fans de Nina dans la figure. Mais très gentiment, ça a été de bonne guerre parce que même sur le plateau, après, ils en ont parlé. Ils ne se sont pas excusés, mais ils ont expliqué que effectivement Camille sort souvent des trucs de son contexte pour faire rire. Et je trouve ça dommage parce qu'il a du talent, Camille. Il me fait vraiment rire et il n'a pas besoin de faire ça. Et surtout, Dreams, franchement, il n'avait pas besoin de sortir des phrases de son contexte pour se moquer de nous. Il y avait plein d'autres endroits où il pouvait franchement se foutre de ma gueule, vraiment. C'est bien, vous avez la lucidité. Bon, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on revoie quand même des images de l'époque Popstar, What For? Mais bien sûr, mais souvenez-vous de ce tube plus haut? Allez. C'était ça? Ah ouais, moi, je crois que ça ressemblait à ça. Regardez, souvenez-vous. Souvenez-vous, novembre 2002, il a 19 ans, Nicolas Vitiello remporte l'émission Popstar sur M6 et enregistre avec Cyril, Erika et Monia, ou plutôt les What For, ce titre Plus haut. Le single se classe premier des ventes en France, environ 600 000 exemplaires écoulés, des passages télévisés, des couvertures de magazines, mais le succès du groupe s'essouffle vite. En juin 2003, les What For se dissolvent. Nicolas Vitiello tente alors une carrière solo avec ce single Chercher le garçon. Mais sa notoriété lui permet d'accéder à un autre milieu, le théâtre. En 2005, avec l'aide de Michel Sardou, il intègre la troupe de Love, Baylor, Compassion avec un rôle, disons, osé, dénudé. Bon cul pour ton âge, hein? La carrière de Nicolas Vitiello est relancée. Il enchaîne depuis les rôles dans des pièces de théâtre, comme Les Amazones, Bonjour Ivresse et dernièrement Ma belle-mère et moi, ce qui lui permet d'assouvir aujourd'hui sa vraie passion. Alors un retour plateau plutôt intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce costume non existant, manifestement, sur scène? Michel Sardou n'avait plus d'argent à cette époque. Il ne pouvait pas nous payer de costume, tout simplement. Jouer tout nu. Ouais. Ça, alors, quel effet ça fait? Je suis curieuse. C'est très marrant parce que c'était une grosse appréhension au départ. En fait, c'était plus, moi, dans ma tête, je savais que décoller l'étiquette Popstar allait être très difficile. Donc je me suis dit, quand j'ai lu la pièce et que j'ai vu que je n'étais pas habillé, je me suis dit, ça, c'est un bon plan de com parce qu'on va parler de la nudité. C'est de la provoque aussi, d'une certaine manière? Ça m'a servi à ça. C'est un plan de com. En fait, je me suis dit, on va plus parler de ma nudité
que de pop star. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. C'est que tout le monde me disait, mais comment on fait pour jouer nu? On ne parlait plus de pop star. Donc ça, c'était génial pour moi. C'était détourné, en fait, l'étiquette pop star. Alors, est-ce qu'on en redemande une fois qu'on a joué tout nu comme ça? Non, non, est-ce que c'est grisant et on se dit, en fait... Non, ouais, j'avais 23 ans, ça va, en fait, j'ai pas de pudeur, vraiment, donc je m'en fiche un petit peu. D'ailleurs, je pense que pour aller sur scène, faut pas trop en avoir. En même temps, vous avez un corps qui le permet aussi. Qui permettait. Non, vous êtes dur. Non, je peux vous dire, moi... C'est plus pareil à 32 ans. Mais non, mais si. Bon, on va revenir sur les What For, soyons sérieux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi est-ce que vous êtes perdu de vue? Quand le succès, plus haut, ça cartonne. À quel moment on s'arrête, on se dit finalement, on va chacun essayer de faire notre propre chemin? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier single a vraiment bien marché. Et puis, très vite, on est devenu un petit peu comment dire, on a été la cible de la presse people, où vraiment on a commencé à se moquer de nous, et puis on a une tournée qui s'est annulée dans des zéniths. Ils étaient très optimistes à l'époque, les organisateurs, en se disant on va faire comme les L5, on va les foutre dans tous les zéniths, ça va être pareil. Non, le succès n'était pas le même, on était les deuxièmes, donc forcément ça suit un peu moins. Et donc la tournée s'est annulée, on a commencé à nous critiquer en disant qu'on était nuls, qu'on avait trop de caractère, qu'on n'avait pas de talent, toujours pareil, même histoire. Et malgré le fait qu'on ait vendu 1 million de disques et malgré le fait que le public était là, l'image a été très mauvaise et donc nous on en avait vraiment marre. Mais pourquoi vous n'avez pas été restés soudés finalement face à ça? Parce que vous étiez 4, donc au moins entre vous, peut-être que ça aurait pu créer une émulation positive pour faire d'autres projets, mais continuer ensemble. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que M6 Interaction à l'époque et Universal nous ont proposé un nouvel album. Et honnêtement, on s'est tous concertés et on s'est dit que c'était juste pas possible. Parce que quoi qu'il en soit, même si l'album avait été le mieux du monde, avec les meilleurs artistes au monde, on nous aurait toujours dit c'est de la merde, c'est un groupe préfabriqué, etc., etc. Donc on était impuissants face à cette émulation autour de nous négative. Victime d'un phénomène de société, d'un produit de consommation? Exactement, exactement. Et puis on était quand même de vrais artistes au milieu de ce projet. On a fait Popstar pour s'en sortir, on était tous des provinciaux pas très fortunés. Vous avez gagné de l'argent quand même, vous avez révélé 100 000 € là, récemment dans une interview que vous avez placée ensuite. Que j'ai vécu avec pendant quelques années pour me remettre un petit peu dans les rails, m'installer à Paris, etc. Et effectivement, voilà, c'était plus simple pour nous arrêter. Cyril est parti dans la musique, moi je suis retourné au théâtre. Il valait mieux tout stopper et se refaire une beauté plutôt que de continuer à foncer tête baissée. Donc vous n'avez aucun regret en fait sur cette époque? Absolument pas. Je l'ai adoré cette époque. Je l'assume à 100%. J'ai adoré Popstar. J'ai adoré la rencontre avec le public. Et aujourd'hui... Il vous reconnaît toujours dans la rue? Parce qu'on a parlé des professionnels et de cette étiquette, mais le public, lui, qu'est-ce qu'il vous dit quand il vous croise? C'est toujours what for? Oui, toujours, bien évidemment. Donc, mais c'est ça qui est touchant, c'est que du côté un petit peu ils sont nuls, c'est de la merde, machin, etc. Là, je suis devenu un petit peu genre... comme Dorothée, quoi. Tout le monde à l'époque disait que c'était nul. Ouais. Quand les gamins aujourd'hui qui ont 22, 23 ans me voient et disent « Ah ben, ce qui est très sympa pour moi, je vous adorais quand j'étais petit. » Donc c'est touchant, voilà, on est devenus des espèces de... On est passé du ringard au kitsch, voilà. Et le kitsch est toujours un peu plus cool parce qu'il y a un petit brin de nostalgie et vous retrouvez dans des émissions de télé, je pense notamment aux Anges. Monia, elle a fait les Anges de la télé-réalité, pardon. Est-ce que ça vous tente, vous? Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait de télé-réalité. Pour moi, Popstar, c'était pas une télé-réalité, c'était un télécrochet. Et il y avait une équipe de journalistes qui nous suivaient lors de l'enregistrement de l'album et tout. Donc, on nous filmait que dans des circonstances de travail. Moi, les Anges, je vois pas quel intérêt j'ai à faire ça. J'aime pas être filmé pour rien. J'essaie déjà de continuer à fond mon parcours en France. Je pense pas que les États-Unis m'attendent, très honnêtement. Puis en plus, j'ai pas du tout l'American Dream, donc moi, mon rêve est français. Vous parlez pas bien anglais? Pas du tout. Et puis en plus, j'ai pas envie d'aller jouer à Broadway, j'ai envie de jouer à Paris. Tout va très bien. C'est déjà ça. Allez, on va accueillir Juanita Moutama sur ce plateau. Bonsoir. Juanita, Madame Twitter ce soir. Ah oui. Aïe. Oh, bah forcément, pourquoi? Aïe, ça va bien se passer. Donc je me suis baladée sur votre compte Twitter et il y a une chose qui m'a frappée dès le début, c'est que vous ne voulez pas faire certifier votre compte parce que vous n'êtes pas une star. C'est ce que vous dites en tout cas, mais j'ai pourtant l'impression que vous menez une vie de célébrité.
quand même, parce que vous êtes toujours sur les routes, que ce soit pour les tournages ou pour les représentations de théâtre. Votre travail vous emmène dans des pays où il fait chaud, même en mars. Vous avez de la chance. C'est vrai. Et comme les stars, votre vie est rythmée par les voyages, les nuits d'hôtel avec baignoire et bain moussant. Sympa. Ah, ça fait rêver. C'est ravissant. Plus personne n'a envie de prendre le bain avec moi. Là. Vos collègues de travail s'appellent Ariane Brodier, Magali Vaé ou encore Franck Leboeuf, vous en parliez tout à l'heure. Et surtout, vous avez succombé à une lubie très people, le selfie. C'est vrai. Sauf que vous faites un selfie un peu de luxe avec une trentaine de personnes. Non, ils étaient 300 derrière. Ben oui, c'est qu'on voit Ariane. On n'en voit que 30. C'est ça te blême, j'ai compté, attention. C'est bien. Et oui, vos fans sont vraiment très nombreux. Et ils vous adorent, ils le crient haut et fort d'ailleurs sur Twitter, ils sont très présents, vous les retweetez beaucoup. Et il y a quand même une majorité de femmes. C'est vrai. Et on comprend pourquoi, on en parlait tout à l'heure, vous avez un corps de rêve, toujours, on ne peut pas le nier quand même. Mais vous bossez dur pour ça, vous faites des footings tous les matins, vous faites des passages par la salle de sport. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, certains se laissent aller. Mais bon, on ne dira rien. Et vous avez beau avoir les pieds sur terre, je pense que vous ne pouvez pas le nier, vous faites partie des stars. Non, mais non. En fait, cette petite phrase, je l'ai mise parce que souvent on me pose justement la question pourquoi les anges et pourquoi tout ça. Et je trouve que le problème, moi quand j'ai fait Popstar, je n'ai pas fait Popstar pour être une star, j'ai fait Popstar pour être un artiste. Métier, oui, voilà. Et le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils font de la télé-réalité pour être connus. On les a tellement injectés de télé-réalité qu'ils disent « Ah, moi je vais être une star, ah, moi je vais être... » Non. Tu veux faire quoi? Rien. Rien, je vais être une star. Non, trouve-toi une ambition et après tu auras la gloire. Un talent. Voilà. Et après donc voilà, c'est le Je trouve que vous avez une grande simplicité. Ça amène la question qui tue. Merci Juanita, vous restez avec nous. Pourquoi est-ce que vous avez révélé votre vie privée dans les médias, votre homosexualité, puis votre bisexualité ensuite? Pourquoi? Tout simplement pour faire avancer le schmilblick. À mon tout petit niveau, je me suis dit que si j'en parlais, pourquoi le cacher déjà? À l'époque, j'ai connu un garçon. Pourquoi le cacher, premièrement? Et deuxièmement, en parler, puisque les gens majoritairement me trouvaient sympa à l'époque, je me suis dit, peut-être si ça peut faire évoluer les mentalités, parce que l'homophobie existe encore malheureusement aujourd'hui, et on l'a vu récemment, donc si ça peut faire un petit peu avancer les mentalités et les ouvrir un petit peu, je vais mettre carte sur table, et puis si ça dérange, tant pis. Et puis si c'est bien reçu, tant mieux. Et ça a été plutôt bien reçu, et je pense que même si j'ai convaincu que 10 personnes, c'est toujours 10 personnes de plus que j'ai gagné, j'en suis très fier. Et voilà la réponse cash qui nous amène à l'interview psy. Avant de se quitter, il faut répondre très très vite. Nicolas, c'est ça, 20 minutes avec nous et tout un tas de questions sur votre vie. Quelle est votre plus grande angoisse? Ma plus grande angoisse, je suis angoissé de tout en fait. Allez, s'il fallait en choisir une. Je m'inquiète pour les gens que j'aime tout le temps. Votre plus grand regret? Mon plus grand regret, ne pas avoir dit je t'aime à ma grand-mère. À qui avez-vous besoin de prouver des choses? À moi. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Mon métier. Et enfin, quel est votre plus grand souhait? Je réponds à une question vraiment bateau, mais une vie meilleure en général. C'est-à-dire pour tout le monde. Pour le boulot, pour la famille? Non, une vie meilleure de notre société. Voilà, je suis très sensible au monde qui nous entoure et c'est vrai que je fais ce métier pour oublier que c'est très dur. Donc voilà, une vie meilleure. J'espère que... On a du mal à y croire avec tout ce qui se passe en ce moment, mais j'espère que l'humanité va se réveiller. Voilà. Ce soir sur ce plateau. J'espère que vous avez été convaincus aussi avec nous ce soir. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie, Nicolas Vitiello. Donc au théâtre, on vous attend à la rentrée, alors à Paris avec cette pièce. Exactement, Ma belle-mère et moi. Bonne tournée. Merci beaucoup, Juanita. Puis nous, on se retrouve dans quelques instants pour le journal. Surtout, ne bougez pas. Merci, Nicolas. Merci. Non-stop people, un max d'infos people, 24h sur 24. 7h, le Good Morning People. Chaque matin, Paul de Saint-Cernin vous réveille avec les dernières news people. 11h, l'édition permanente. L'actu en temps réel de vos personnalités préférées. 17h, le journal de la télé-réalité. Michael Dos Santos et ses experts vous révèlent les dessous de la télé-réalité. 20h, le duel des éditorialistes. Un débat, deux opinions, un combat arbitré par Clotilde Gagnon. 22h, le grand show.
Tous les soirs, Alexandra Rost reçoit un invité pour une interview exclusive. Non-Stop People, la première chaîne d'info people en exclusivité sur Canalsat. De retour dans le Grand Show, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous ce soir. Notre invité, c'est Nicolas Vitiello. On va reparler de Popstar, de What For, évidemment. Nouvelle formule d'émission. Aujourd'hui, restez bien avec nous. Plus de temps avec notre invité, ça veut dire plus de questions, plus de jeux.